Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Leaf Talk, le premier épisode de l'année, l'épisode 81, et toujours bien accompagné bien sûr. Et on commence ce podcast avec une invitée de marque, mais avant ça, avant de la présenter, je vous rappelle un petit peu l'actualité. Leaf Trainer, c'est quoi? C'est une entreprise de coaching spécialisée en street lifting où on propose donc plusieurs choses. Vous avez le podcast, vous avez le Instagram, le YouTube aussi. Je vous invite à vous abonner, où vous venez avec nous sur les compétitions. C'est des formats un petit peu plus vlog. On a aussi la marque d'équipement Street Lifter. On a aussi la formation Lift Runner Global pour les futurs coachs en street lifting. Et puis, plus récemment, on a un local, mais en fait, ce local-là, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et il y a un nouveau local qui vient d'ouvrir à Nantes, qui s'appelle le Strange Lab, et qui sera, comment dire, spécialisé en street lifting, street workout, powerlifting et haltérophilie, et qui sera géré par notre ami Enzo, que vous connaissez bien. Donc voilà un petit peu pour l'actualité. Il y a également ce week-end les championnats régionaux de Bretagne qui auront lieu à Asgard, à Lorient. La semaine suivante, ça sera en Normandie, à Verson. Dans 2 semaines, ça sera à Angers, à CrossFit Angers, pour les championnats Pays de la Loire. Et puis après, en mars, il y aura tous les championnats interrégionaux, Hauts-de-France, Nord-Est, Sud-Est, et puis un petit peu plus tard, et Île-de-France aussi. Je les oublie, mais c'est une ligue qui a été créée très récemment. Et puis après, un peu plus tard, normalement début mai, la FNSL Grand Ouest. Donc cette année, ça se passe comme ça. Pour Grand Ouest, c'est un petit peu plus tard que les autres compètes. Mais l'année prochaine, on fera en sorte de se caler sur les autres compètes interrégionales. Donc voilà, j'en ai fini pour les actualités. Donc bah salut Margot, ça fait Salut. plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir invité. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est peut-être dans un premier temps de te présenter, savoir un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où tu habites, même si j'ai une idée où tu habites. Enfin voilà, dis-nous tout. Ok, bah du coup moi j'ai 25 ans. J'habite sur Lyon, donc je suis pas originaire de Lyon. De base, je viens du sud-ouest, donc ça s'entend peut-être un petit peu. Je suis originaire d'Albi à côté de Toulouse et je suis venue à Lyon il y a bientôt 4 ans, plus de 4 ans, c'était pour les études. Donc moi j'ai un parcours universitaire en physique-chimie. Donc je suis arrivée pour mon master à Lyon en chimie justement. Et là ça fait 2 ans, un peu plus, que je suis en doctorat de chimie. Donc là, je suis dans ma dernière année de doctorat du coup, et à la fin de l'année, je suis censée soutenir du coup ma thèse. Donc voilà un peu pour mon parcours un peu plus universitaire et de ce que je fais dans la vie à côté du street lifting. Et Ok. sinon, ouais, le street lifting, ben en vrai, j'ai commencé quand je suis arrivée sur Lyon finalement. C'est ici que j'ai découvert le street lifting. Donc je sais pas si tu veux que je te fasse un peu un parcours de mon Ouais, background carrément, avant, ouais. Ben, on va carrément. dire que j'ai jamais fait de sport étant plus jeune. Donc, en vrai, j'ai aucun background sportif. J'ai jamais fait de discipline à part entière. Mais j'ai commencé la musculation à partir de mes, je sais pas, je dois avoir une vingtaine d'années. Ouais, 20 ans, 19, 20 ans. J'avais commencé la muscu par des objectifs purement physiques, en fait. À l'époque, je faisais un peu moins de 40 kilos, donc j'étais très très maigre. Mais j'avais pas de problème en fait avec l'alimentation ou quoi. J'avais beau manger, je grossissais pas. Donc j'ai commencé la musculation juste pour des projets de grossir et de prendre du muscle en fait. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai dû faire à peu près 5-6 mois de musculation je crois et après on est arrivé à la période de Covid 2020. Donc voilà, j'avais commencé un peu à faire de la muscu et puis je me suis retrouvée avec les fermetures des salles, à être confinée et puis voilà quoi. Donc ça c'est un peu le début et puis après quand on a passé cette étape de confinement, les salles avaient réouvert il me semble, donc l'été 2020. Et j'ai déménagé à partir de septembre sur Lyon. Donc septembre 2020, je suis arrivée à Lyon et je me suis inscrite à Fitness Park à Lyon et je continuais un peu mes petites activités de musculation, quoi.
Et en fait, il s'avère que moi, pour m'échauffer quand je faisais de la musculation, je faisais des tractions. C'est-à-dire que j'ai toujours su faire des tractions, mais c'était en fait vraiment mon échauffement avant d'aller faire mes exercices de musculation, quoi. Et en fait, j'étais dans cette salle de sport et il y a la personne qui est devenue mon coach après, donc Virgile Anassé, qui me voit au loin et qui me dit, mais qui c'est celle-là? Pourquoi elle vient, elle tape des tractions? D'où elle sort, tu vois? Et du coup, bon, c'était juste comme ça au début. Et puis en fait, fin 2020, ils ont re-annoncé la fermeture des salles, refait un petit confinement ou les couvre-feux, les trucs comme ça. Du coup, fermeture de la salle de sport. Et du coup, Virgile vient me voir et me dit, ouais, je sais pas si tu connais, mais nous, on a les soldats du quai, machin, on a les quais Claude Bernard. Là-bas, on fait du street. Je t'ai vu faire des tractions et tout. Si tu veux, viens, tu vois. Je suis jamais allée. Je suis jamais allée parce que moi, c'était pas du tout quelque chose que je connaissais ou qui me tentait, tu vois. Donc j'y suis jamais allée. Puis après, quelques mois après, j'ai repris contact avec Virgile justement et j'ai commencé du coup à aller sur les quais en janvier 2021. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans une ville à Lyon que je connaissais pas du tout, je connaissais personne. Moi, la fac, on était en distanciel. Donc je suis arrivée dans cette ville pour mes études, mais finalement je pouvais même pas aller à la fac parce que c'était la période du Covid. Et en fait, je me suis retrouvée dans un truc où je me suis dit, bah en fait, je fais rien de ma vie. En soi, je sors pas, on me propose de faire quelque chose. Vas-y, va voir, tu vois. Du coup, je me suis rendue en janvier sous la neige. Et il faisait hyper froid. Je me suis retrouvée sur les quais de Lyon à faire mon premier entraînement. Et il m'a dit, bah vas-y, fais voir ce que tu fais, tu vois. Du coup, je suis arrivée. Je crois que j'ai dû faire, je sais pas, à l'époque, j'avais 6, 7 tractions d'affilée, je crois. Puis je m'arrête. Il me dit, bah vas-y, continue. Deuxième série, je dois en faire 3. Puis la dernière, plus rien, tu vois. Et en fait, il s'est rendu compte, déjà, je m'échauffais pas. J'arrivais, je faisais des tractions à froid, aucune endurance. Et du coup, ça a commencé comme ça, en fait, où il s'est dit, bon, je vais la prendre sous mon aile et puis vas-y, tu vois. Donc, on va dire, ça a commencé un peu comme ça pour le street lui-même. Et on est parti sur une phase de découverte du sport dans son intégralité. Donc, apprendre à faire des dips, des choses que je faisais pas du tout, les pompes, enfin, toutes les bases, en fait et apprendre une vraie façon de s'entraîner parce que même quand je faisais de la musculation je savais pas comment ça marchait non plus hein. Je venais je voyais un peu sur les réseaux ce qu'il fallait faire mais voilà je savais pas trop comment ça marchait donc là en fait j'ai eu mon premier coach sportif on va dire un vrai encadrement sportif je venais tous les jours déjà dès le début je venais tous les jours m'entraîner pour progresser, etc. Mais c'était surtout parce que à cette époque-là, c'était vraiment une échappatoire à cet enfermement que j'avais, ce confinement dans une ville que je connaissais pas. J'ai fait des super rencontres, des gens qui aujourd'hui sont toujours mes proches, que ce soit dans le street ou pas, tu vois. Et donc voilà, ça a commencé comme ça en fait, purement par le fait de faire une activité parce que je faisais rien à côté et voilà. Et de découvrir un sport, sachant que je n'avais jamais fait avant, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. Donc, je crois que ça a duré bien 6 mois avant que les salles réouvrent. Donc, pendant ces 6 mois-là, j'avais plusieurs objectifs. Donc, c'était d'avoir le plus de tractions possible. Donc, je crois que je suis arrivée jusqu'à avoir 20 tractions en one shot. Passé ce palier-là, Virgile m'a dit, tu apprendras le muscle-up que quand tu auras atteint tes 20 tractions. C'était un peu la vieille école, tu vois. Je sais pas si tu vois, mais il fait du street depuis plus de 12 ans, je sais plus. C'était la vieille école de tant que tu passes pas ces paliers, t'apprendras pas le muscle-up, tu vois. Donc j'ai franchi toutes ces étapes une à une et tous ces petits objectifs, voilà, et jusqu'à arriver à avoir ce fameux muscle-up. Et 2 semaines après, les salles réouvraient en juin, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand les salles ont réouvert, je me suis dit, bon, c'était cool, le street, c'était cool, mais moi, je vais reprendre ce que j'avais commencé. J'étais venue pour prendre du poids, pour faire de la musculation, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris une prog musculation, mais en même temps, c'est toujours Virgile qui me coachait. Donc, il a intégré de la musculation dans ma prog, mais il m'a pas fait abandonner le street, quoi. Donc je faisais du street, mais j'ai commencé à faire du coup un peu de street lifting. Du coup, je me suis lestée un peu parce que la salle me permettait de. Mais voilà, je faisais beaucoup de volume, plus d'endurance lestée en fait. Ce qui me permettait moi de développer mon physique, etc. Donc j'ai trouvé mon compte en fait. Donc voilà, pendant quelques mois, j'ai continué comme ça à faire de la musculation avec le street à côté que j'aimais bien. Et puis voilà quoi. Donc voilà, petit à petit les mois passaient et après je pense qu'on est arrivé à mai 2022, ça faisait un peu plus d'un an et quelques mois que j'avais commencé le street et les soldats du quai ont organisé une compétition sur les quais. Donc je sais pas si ouais, c'était un rappel de cette compète ou pas, c'était un système Mario Kart avec Max Rep PDC, Max Rep Lesté et le 1RM.
Donc moi, Virgile qui me dit, vu qu'il fait partie des soldats, fais cette compétition et tout, tu verras. Moi, j'étais en mode pas du tout, c'est pas un truc qui m'intéresse, j'ai pas envie, tu vois, c'est pas mes objectifs, donc non. Puis au final, on pousse un peu, machin, ça fera, voilà. Ok, je me dis, ok, je vais tester. Donc je fais cette première compétition et au final, ben, je me rends compte déjà, ben, l'ambiance était vraiment incroyable. Je sais pas si tu y étais à cette époque. Non, Ah non, non? non, mais je l'avais vu de loin, quoi. Ouais, bah franchement, l'ambiance, elle était incroyable. Et je crois qu'il y avait Baki et tout qui était là. Il tapait des 150 dips, enfin 150 kilos en dips sur les quais. C'était n'importe quoi. Il faisait super beau. Il y avait tout le monde. Enfin, franchement, moi qui connaissais pas vraiment la communauté du street parce que je m'étais jamais vraiment intéressée, franchement, c'est ça. Je me suis dit, punaise, en fait, c'est pas mal, tu vois. Donc j'avais fait la compétition. Il y avait bah, les formats traction, dips et pompe, je crois. C'est tout ce qu'on avait. Je crois pas qu'il y avait Muscle Up pour les hommes, je pense pas. Et du coup, j'avais participé à traction et dips et en fait, c'est là où j'ai commencé à prendre goût un peu à la compétition. Parce que je me rappelle, sur le format traction, j'avais fini première égalité avec bah, Axel, que tu connais très bien. Et en fait, ils ont dû nous départager, et chose qu'on fait habituellement dans les compétitions, on départage au poids. Moi qui étais plus légère que Axel, je me suis dit bon ben ok. Ben en fait pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Je me suis retrouvée à la deuxième place avec une voilà une façon de départager qui était pas trop bon, qui était pas trop avec laquelle j'étais pas trop d'accord. Et j'ai eu cette petite frustration de me dire punaise, tu vois. En fait, j'aurais bien aimé avoir cette première place. Donc voilà, ce petit truc de me dire en fait j'ai peut-être bien aimé la compétition. Et à côté de ça, c'est la première fois où je me testais sur mes RM aussi. Donc une charge maximale et du coup à l'époque je crois que j'avais bah, déjà 30 kilos en pull-up et 40 kilos en dips. Du coup je me suis dit mais en fait j'ai peut-être un potentiel que je savais pas trop, tu vois. Donc bon, je sais ce que je me dis dans ma tête, mais pareil je laisse un peu tomber et je reste toujours dans mes objectifs et j'ai toujours pas cet esprit compétition ou quoi. Et c'est à partir du mondial 2022 Final Rep où il y a les Français qui arrivent en masse sur la compétition, que je vois que tous les Français ils raflent tous les podiums, etc. Et que je vois le niveau féminin et que je me dis, mais en fait, avec ce que je fais, ben, finalement, j'ai peut-être le niveau mondial, tu vois. Du coup, je me dis, bah, pourquoi pas? Donc à cette époque-là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me testerais pas en street lifting? Et 2, 3 mois après, il y avait les championnats de France FNSL qui avaient lieu en décembre. Donc je me dis, écoute, teste-toi, on verra, et voilà. Donc je m'inscris à ma première compétition de street lifting en 2022. À l'époque, j'étais en moins de 63 parce que vu que je faisais tout pour prendre du poids, ben, je faisais plus de 60 kilos. Donc je me suis mis dans ma caté de poids tout bêtement et j'étais face à Inès. Ok. Donc première compétition, tu arrives face à un monstre, tu sais déjà que voilà, tu viens tout juste pour te tester, donc c'est pas grave, t'es juste content de partager le plateau avec des athlètes comme Inès, tu vois. Et du coup, j'avais fini deuxième avec un total qui m'allait très bien. C'était une compète qui s'est passée d'une bonne façon, mais j'ai fait tellement d'erreurs techniques, que des no-reps, j'écoutais pas les ordres. En fait, c'est des trucs tout bêtes en fait que tu connais Hmm. pas si tu fais pas ta première compète, quoi. Et bah du coup, j'avais bien kiffé ça et je me suis dit bon bah ok, go. On teste le street lifting. J'ai kiffé la compète, je kiffe le format. Je vois qu'il y a plein de petites lacunes que j'ai, il y a plein de trucs que j'ai envie de corriger. Donc c'est à partir de là, je me suis dit bon bah peut-être que je vais me focus un peu là-dessus et on verra plus tard pour le physique, tu vois. Donc je me suis focus purement street lifting à partir de fin 2022. Et ben voilà, j'ai commencé une prog focus street lifting, etc. Et la deuxième compétition que j'ai faite, c'est Final Rep du coup 2023. Les mondes 2023, donc à ce moment-là, je m'étais inscrite à moins de 57, mais parce que en fait, depuis que je me suis mise dans la force pure, j'ai énormément perdu. Bah, je fais plus d'hypertrophie, les trucs tout bêtes qu'on faisait, voilà. Donc j'ai perdu, on va dire, bah, j'ai perdu du poids tout bêtement, et mon poids de forme, c'est 56 kilos, tu vois. Donc je vais au mondial, sauf qu'en fait, j'y suis partie complètement seule. C'est-à-dire que j'étais pas encore dans cette communauté de street, je connaissais absolument personne. À Lyon, on n'est pas grand monde à faire du street lifting de base à ce moment-là. Donc Hmm. je partais seule, je connaissais personne et je suis arrivée en Allemagne complètement perdue dans un mood. C'était hyper compliqué pour moi. Et du coup, à cette époque-là, c'est Zod qui m'a pris sous son aile. Donc c'était pas mon coach à l'époque. Mais il m'a pris sous son aile pour gérer mon match, mais voilà, il me connaissait pas du tout, il savait pas mentalement comment j'étais, donc j'ai fait une compète de merde, hein. Enfin de merde. Voilà, j'avais quand même, voilà, j'ai fait des jolis perfs, mais j'avais fini quatrième et j'avais pas du tout fait ce que je voulais faire en fait. Donc là, bah, frustration, j'étais pas contente de moi-même, enfin plein de choses qui font que ça me redonne encore plus goût à continuer et à me dépasser et aller au-delà de tout ça, tu vois.
Donc, toujours focus street lifting, etc. Je reviens que 2 mois après pour faire la FNSL 2023. Donc, 2 mois après, je fais la FNSL 2023 et il me semble que sur mon total, j'ai fait plus de 20 kilos par rapport à Final Rep 2 mois avant. Donc là, on me dit, ouais, mais t'as explosé de ouf et tout. Non, non, en fait, j'ai juste validé ce que je devais faire 2 mois avant, en fait, tu vois. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que mentalement, bah, déjà, j'étais beaucoup plus accompagnée, j'avais des proches à moi qui étaient là. Et en fait, j'étais vraiment venue pour faire une revanche face à moi-même, tu vois. Donc, bah, ça a été ma première compète où j'ai fait 12 sur 12, j'ai validé tous mes essais, j'ai validé ce que je faisais à l'entraînement, voire plus. Et en fait, j'ai fait une super compétition et au final, il se trouve que j'ai gagné grâce à ça, tu vois. Donc là, tu dis, punaise, en fait, mine de rien, le street lifting, ça paye, tu vois. Donc, bah, bref, j'étais super contente, tout s'est très très bien passé. J'ai fait ce que je voulais faire, plus de frustration, etc. Et j'ai vraiment pris plaisir à participer, contrairement au mondial d'avant où vraiment j'ai subi ma compétition, voilà quoi, tu vois. Donc voilà un petit peu où j'en étais fin 2023 et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de me faire coacher par Zod. Donc je me suis dit, ça fait 2 ans que je fais du street, il est peut-être un peu temps que je vois autre chose, tu vois. Donc je suis allée voir Zod, je lui dis, est-ce que t'es chaud de me coacher, etc. Je lui dis, bon ben là les objectifs, c'est que j'ai gagné, c'est beau, mais j'aimerais bien garder ma place. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est le moment où ils ont dit, bon, ben, les freins, ça vient de passer, mais la prochaine fois, ce sera dans 6 mois. Ils avaient avancé FNSL 2024 en juin pour qu'après, ça serve de qualif aux Europes. Donc moi, je me dis, super, j'ai gagné, mais ça se trouve, je vais le garder 6 mois, mon titre, tu vois. Donc, j'ai pas trop envie. Donc, j'ai pris Zod, etc. Et donc, on a commencé, ça se passait super bien, ça se passe super bien avec Zod. C'est une manière de travailler qui est assez différente de ce que j'avais connu. Vraiment des modes d'entraînement qui sont totalement différents. On va dire qu'avant, j'étais tout le temps en RPE 10. Chaque entraînement, j'étais en train de mourir. Mais en même temps, ça me réussissait. Alors qu'avec Zod, ben, on va dire, c'est une prog, on va dire, un peu plus classique où on augmente l'intensité sur les semaines. Et au final, ça marchait aussi plutôt bien. Et donc voilà, en juin 2024, je suis venue faire ma troisième compétition du coup en street lifting. Je me suis réinscrite en moins de 57 et du coup j'ai gagné aussi cette compétition-là. C'était, je crois, bah, c'était même sûr la meilleure compétition que j'avais passée. Franchement, c'était une compète. Franchement, elle était incroyable que je sois. Enfin, j'avais tous mes proches à côté et je faisais. Bah, pareil, j'étais venue pour donner le meilleur de moi-même en fait et j'ai fait que des PR sur tous les mouvements. Enfin, franchement, j'étais trop trop contente. Donc super compétition et ça m'a permis de me qualifier pour les Europes. Donc voilà, donc on va dire que pour l'instant tout se passait bien, j'étais toujours dans un bon mindset, etc. Et arrivé pour la prépa des Europes, j'ai complètement changé de mindset et je pense que c'est un peu ce qui m'a desservi, on va dire. C'est que je commençais à avoir une pression de ouais ben maintenant t'es le top niveau français, de ce qu'on me disait beaucoup autour de moi, tu vois. T'es la seule qui peut prendre Nadine, parce que dans ma caté j'ai Nadine, voilà, qui est dans la même caté que moi. T'es la seule qui va pouvoir la prendre, faut que tu fasses ça, faut que t'aies ça, machin. Et puis plus mes perfs montaient à l'entraînement, et plus je me disais putain en fait je peux la prendre. Donc je me suis mis dans un truc de compétition de ouf, alors que moi de base le sport je le fais pas pour la compète. Je le fais surtout parce que ben, le travail que j'ai à côté fait que j'ai besoin de me défouler à côté. Donc en fait moi le sport c'est juste une façon de me libérer après le travail et de profiter, de me vider l'esprit et voilà tu vois j'ai jamais eu cet esprit vraiment compétitif. Je viens de base que face à moi-même et là je suis partie dans un truc de je peux battre Nadine, j'ai les perfs pour, j'ai fait ça, j'ai envoyé ça et tout. J'arrive à Final Rep, j'ai aucune hype. Je sais pas qui était, tu vois. Moi, j'ai eu aucune Ouais. hype. J'ai pas du tout aimé l'ambiance de cette compète. Je pense à jouer qu'elle était traitée, l'espace était hyper grand. Enfin, Ouais. je trouve que l'ambiance était un peu bizarre. Et du coup, ben, j'arrive sur ma compète, le jour de la compétition. Déjà, j'étais pas du tout au poids. J'étais pas au poids. Je suis arrivée à ma pesée le jour J, j'étais à 57,4. Donc, c'était 1 heure avant, hein. 1 heure avant, donc je me suis tapé. Moi, j'ai jamais fait de cut ni quoi que ce soit parce que je t'ai dit, j'étais à mon poids de forme en Ouais. streetlifting à 56 et en fait, c'est la première compète où j'ai dû en fait subir un petit peu et me rendre compte que j'étais pas du tout au poids. Et du coup, j'ai fait en sorte de perdre mes derniers 300 grammes en prenant un bain brûlant juste avant et je suis arrivée à 57,1. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai les 100 grammes de marge, je peux aller me peser, tu vois. Donc bref, au final, j'ai été pesée à 55,8. Leur balance, c'était une balance à aiguille qui était mal réglée. Bref, on passera à ce Mm. détail-là. Bon, je suis pesée au point que je suis pesée, mais moi, j'ai dû subir ce petit truc avant où je me suis un peu privée de manger et tout ça parce que j'ai pas géré un cut vu que je pensais pas avoir à en gérer un en fait. Donc bref, j'arrive pas très en forme à la compétition. Le pool se passe plutôt bien.
donc muscle up, traction, etc. Juste, mes derniers essais sont pas validés, donc je suis pas le plan que j'avais fait. Et là, mentalement, comme j'étais en mode, je peux prendre Nadine potentiellement, je Mm. peux gagner ou pas, ben en fait, je me suis dit, ben en fait, là, tout mon plan tombe à l'eau, je peux plus rien faire, je suis en train, petit à petit, je me disais, j'ai raté ça en muscle up, j'ai raté ça en traction, c'est foutu. Je commence à avoir tout le moral qui tombe à zéro, et j'arrive sur le push, et une forme de merde. Avec Zod, on avait très mal géré la fin de prépa en push. Donc, un dips, je fais une ouverture tellement plus basse que ce qui était prévu. Fait, en fait, tout le push se passe hyper mal. Et le squat encore pire, c'est la fameuse KT-57 où on est toutes nos reps sur nos 2 premiers essais et on est toutes à un essai de la disqualification, tu vois. Du coup, en fait, je me retrouve à faire un total qui est tellement plus bas que ce que je devais faire et en fait, j'ai subi ma compétition et j'allais sur chaque essai un peu forcé, quoi, parce que je devais le faire. Et en fait, bah là, c'est là où je me suis rendu compte, bah, en fait, que l'esprit compétitif, où je me mets de la pression, bah, moi, ça me réussit pas, à défaut que ça réussisse à plein d'autres personnes, tu vois. Mais j'ai trop subi cette compétition parce que je me suis donné trop d'objectifs. Et c'était la première fois que je regardais ce que faisaient tous mes adversaires. Et chose Mm. qui est mauvais, tu vois. Donc, je regardais tout ce que tout le monde faisait. Vu que moi, je faisais pas ça et que je voyais ce que les autres faisaient, en fait, mon mental a complètement lâché et j'ai vraiment fait de la merde, on va dire, là. Donc voilà, donc j'ai fini encore quatrième. Finalement, je suis abonnée à la quatrième place à Final Rep. Donc j'ai encore fini quatrième et on va dire sur le moment, j'étais vraiment dégoûtée parce que bah, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Mais en fait, le lendemain, c'est bon, c'est passé, tu vois. On va dire sur le moment, je suis déçue de moi-même, mais la compète, c'est pas ma vie, entre guillemets. Et moi, derrière, je reprends mes objectifs professionnels qui prennent énormément de place, etc. Au final, un mois après, je suis retournée faire les pull-up only. En fait, je rebondis très vite, ça s'est très bien passé les pull-up only. J'étais venue pour, pareil, pour m'affronter avec moi-même. Encore une fois, je suis venue à une compétition, je me suis testée en pull-up alors que de base, je viens de la chin-up. Enfin, je m'étais mise à la chin-up. Je fais un mois de prépa en pull-up, j'arrive à tirer la même charge qu'en chin-up. Pourquoi? Parce que je suis venue pour m'affronter juste moi-même et me dire mes objectifs enfin personnels, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un truc que j'ai découvert que cette fin d'année-là, c'est que en fait, ouais, de base, j'étais peut-être pas chaud à faire de la compète et tout, je me suis mis dedans, mais ok, je suis dedans, mais j'ai pas cet esprit compétitif-là parce que Ok, j'arrive ouais. pas à avoir ce mental associé Mm. de compétition avec les autres directement, tu vois. Et D'accord. dès que je l'ai, en fait, j'ai un mental. Enfin, j'ai un mental qui est pas très fort, on va dire, mental faible, et au moindre truc, je vais abandonner, tu vois. Et donc en fait, je suis en train de voir un peu les raisons pour lesquelles je fais les compétitions avant tout. Est-ce que c'est pour cette envie de gagner ou d'avoir une bonne place, ou est-ce que c'est cette envie de performer par rapport à moi-même, tu vois. Et donc ça reste un peu ma ligne de conduite que j'avais de base sur les 2 championnats de France que j'avais gagnés, que finalement, il faudrait peut-être que je continue et que au final, c'est grâce à ça qu'on va dire que j'ai réussi à gagner sans me mettre trop de pression avant. Et voilà, après, c'est des parcours qu'on a tous, je pense, dans un parcours d'athlète, on a tous des downs et des compétitions qui se passent très mal, que ce soit mentalement ou physiquement. Et là, je l'ai eu avec ce dernier Final Rep, tu vois. Et avec un peu de recul, je me rends compte que c'était surtout mon mindset qui faisait que quand t'es pas dedans et que t'as des objectifs qui te correspondent pas forcément au final, bah t'arrives pas à suivre quoi. Donc voilà, donc ça c'était fin 2024 et bah, maintenant on en est là, on en est là aujourd'hui, on en est là et début d'année 2025 et on est reparti pour une année quoi. Ok. Ouais, bah franchement, là tu nous as fait une description de ton parcours. Je crois que c'est la description la plus détaillée Ouais, que j'ai eue jusqu'à présent. Mais franchement, je suis resté concentré du début jusqu'à la fin. Et j'ai repensé à des trucs que tu m'as dit. C'est vrai, en fait, moi j'ai cette image de ton championnat de France, donc ton premier, je crois, ou deuxième, ou celui où tu as fait 12 sur 12. Et ouais, là, en fait, moi je me rappelle, les gens, ils ont dit, ah ouais, ok, d'accord, là, ça, alors elle, c'est la nouvelle sensation, on va dire. ouais, Et c'est là où vraiment le basculement, à mon avis, il a commencé. Après, pour reprendre ton parcours dès le départ, c'est un petit peu le parcours classique, muscu, street workout, street lifting. ouais, Donc ça, c'est bien. Et par contre, ce qui est vraiment très étonnant, enfin, très étonnant. Oui et non, mais je veux dire, au début, t'étais même limite un petit peu contre la compète. En tout cas, ça t'intéressait pas du tout. Et puis finalement, tu t'es pris au jeu.
Et maintenant, tu es en train de te poser la question, en gros, pourquoi t'aimes la compétition? Je pense que de toute façon, la question, elle se pose même pas. Je pense que t'aimes la compétition. Oui. Après, voilà, les raisons enfin, en gros, le mindset qu'il faut que tu adoptes lors d'une compétition, bon, bah, ça sera à toi de déterminer. Mais si je pouvais réagir à ça, et c'est aussi ce que je dis souvent aux athlètes, c'est que en streetlifting, surtout dans les sports de force, c'est moins le cas, par exemple, en foot où c'est un sport d'équipe. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et les choses ne sont pas préétablies dès le départ. Alors que, en fait, en streetlifting, je trouve ça toujours mieux de quand même se concentrer sur soi-même, même si une partie de la stratégie peut être un petit peu externe par rapport aux autres concurrents. Mais je pense que peut-être le truc qui t'a un petit peu desservi, c'est justement de regarder un petit peu trop en détail ce qui se passait sur les réseaux. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui, dans des phases préparatoires, coupent totalement les réseaux ou même limite des fois, tu sais, masquent les stories de leurs Ouais. concurrents ou les trucs comme ça pour pas être influencés. Parce que c'est vrai que il y a une guéguerre, on va dire, psychologique qui se fait des fois juste avant les compètes, en mode ils envoient les PR. Et toi, t'es là, tu regardes le truc, putain, ils sont trop forts, machin, bidule, putain, mais moi aussi, il faut que je fasse des PR, et, alors que c'est pas du tout le bon moment. Ouais. Mais Mais tu vois, ouais, à donc, l'inverse, désolée de te couper, tu vois, mais à vas-y. l'inverse, moi, je poste aucune perf sur les réseaux, Ouais, mais parce que c'est pour m'éviter de me mettre de la pression toute seule. ok, C'est de la même façon, c'est que j'ai pas envie qu'on voit ce que je fais, sinon on va m'atteindre sur des choses. Du coup, la personne ouais. sait, au pire, je viens, je fais ce que j'ai à faire. Ils diront, ouais, super, même si c'était pas attendu. Mais ça m'évite de mettre une pression aussi. Et du coup, ouais, ça revient un peu dans le sens où je vois pas ce que les autres font, mais au moins on voit pas ce que je fais non plus. Et Ouais. ça évite, Ah, mais quoi. je pense que t'as raison aussi de pas trop en montrer, tu vois. Enfin, après, enfin voilà quoi. Mais ok, mais en tout cas, franchement, c'était méga intéressant ton parcours. Et aussi, c'est inspirant parce que donc tu faisais pas du tout de sport quand t'étais gosse. En fait, en gros, t'avais un profil plutôt maigre, entre guillemets. Tu voulais prendre du poids, te muscler et tout. T'as réussi à valider ton objectif. Et après, en gros, je pense qu'une fois que tu as validé ça, tu t'es dit, bon, bah, vas-y, peut-être que ça me drive un petit peu moins, je vais aller du côté de la perf. Et maintenant, tu te retrouves en street lifting, quoi. C'est Donc, ça. Puis on se rend et- compte aussi que le physique suit avec le street lifting finalement. voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le physique que j'ai, c'est peut-être le meilleur que j'ai eu depuis le début, tu vois. Donc quand tu vois que tu peux avoir les deux en un, Ouais. après, ça Faites suit. du street lifting, vous serez fort et avec un physique incroyable. Exactement. Donc en fait là moi j'avais regardé parce que j'avais un doute. Donc t'es championne de France 2023-2024 Ouais, et t'es arrivée quatrième donc au championnat du monde 2023 et au championnat d'Europe 2024. c'est ça. Ouais. Et tu vois moi je vais te dire un truc Margot, c'est que genre je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. J'étais au championnat d'Europe aussi forcément et puis je regarde le podium sur les mondes 57 et je te vois pas. Et je fais, attends, c'est une dinguerie là. Genre, Margot, elle est pas sur le podium. Et je te jure, je l'ai dit à Ludivine et à Alexandra. Et genre, j'étais choqué, tu vois. J'ai Ouais, fait, mais. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Bon, après, j'ai regardé et tout, tu vois, les jours d'après. Bon, vous l'avez peut-être suivi. On a été quand même vachement. Comment dire, ils ont été très durs sur l'arbitrage, moi je trouve, par rapport aux Français. Après, on peut faire les caliméros, enfin voilà, mais je trouve qu'il y a des trucs, je sais pas toi, ce que t'en as pensé de ça, mais ouais, sur ça, je suis d'accord. Il y a des trucs qui étaient pas hyper corrects. Moi, je te dis, rien que le truc de la pesée, moi, je suis désolée, mais ça, la première KT qui a été pesée, c'est la moins de 57. Bizarrement, on avait une balance avec une aiguille mal réglée. Ce n'est pas normal. Et voilà, j'ai pas envie de faire de suppositions et tout, mais j'ai quand même été pesée à 1,2 kg en dessous du poids. Même je croise Julie après, je lui dis, mais attends, mais Julie, c'est ton poids. Elle me dit, non, non, j'ai perdu 1 kg. Je dis, mais c'est pas normal. Et en Mm. fait, on a ben, la top 1 de la qualité qui a été pesée à 57 piles grâce à la balance, tu vois. Tu te poses des questions un petit peu. Donc déjà, moi, Ouais. j'arrive dans une ambiance comme ça, mentalement, t'as pas envie. Et après, ouais, l'arbitrage, il y a eu des trucs, franchement, les Français, Mm.
Et pas que personnellement, tu vois, moi j'ai vu des trucs, les trucs de Théo et tout, je balançais mes affaires, j'avais envie de me barrer, je me suis barrée de la salle, je suis revenue après, il y a des trucs, Ouais. voilà, c'est les arbitrages, moi les dips, j'ai une épaule, tu sais, j'ai une asymétrie d'épaule comme quasiment tout le monde. Malheureusement, t'as deux juges du même côté, plus la VAR du même. C'est triste, hein, c'est à moi de bosser sur mon asymétrie, mais la majorité des gens qui prennent la décision sont du côté de mon épaule qui est trop haute, tu vois. Bah, du coup, je me prends des no-reps, alors de l'autre côté filmé, je suis rep. C'est normal. Bon, après, voilà, ils ont pas le système comme en France, deux rouges, enfin, deux blancs, un rouge égale valide. Ici, dès qu'il y a un rouge, c'est no-rep. Il n'y a pas de majorité, c'est un dit non, c'est non. Donc ça aussi, c'est compliqué, tu vois, parce que si Mm. en face et de l'autre côté, on te dit oui, et c'est pas parce qu'il y en a un qui voit un petit décalage, bon. C'est à nous d'être le plus parfait possible et qu'il n'y ait pas de doute, tu vois. Genre, faut Mm. travailler dessus, il n'y a pas de problème. Mais il y a des petits trucs comme ça qui font que, tu vois, ça embête quand même un peu. Ouais, et puis tu parlais aussi d'un truc, moi je suis d'accord avec toi, quand tu disais que l'ambiance, elle était peut-être moins bonne que l'année précédente. Ouais, Déjà, je trouvais qu'il y avait très très peu de spectateurs, puisque bah, en fait c'était le lieu de la compète qui voulait ça, c'était très très excentré. C'était quand même compliqué d'y accéder comparé à celle de l'année d'avant, les championnats du monde. Et le fait aussi d'être dans un grand gymnase, parce que les championnats du monde 2023, c'était dans une box de CrossFit. ouais, Bah, du coup, il y avait un grand, grand espace. Bah, c'était un petit peu comme les France de 2024. On a l'impression que c'est vide, quoi. ouais. Donc, il y a ça. Et c'est vrai que globalement, je trouvais qu'il y avait carrément moins de hype. Parce que bah il y avait moins de spectateurs aussi, hein. Moi je pense que c'est vraiment dû à ça. Mais ok. Donc, Je pense que ok. t'enlèves les spectateurs français, il restait pas grand Ouais, monde là. Si les ouais, Français étaient pas là, mais même ouais, les c'est vrai. speakers, là, les speakers belges, ils disaient, mais heureusement que vous êtes là, les Français, parce que Ouais. franchement, il y avait quasiment que eux qui se sont déplacés. Bon, Ah, ils ont assuré d'ailleurs ouais, toute la journée, pendant ouais, 2 jours, c'est un truc de fou. vraiment. Euh, donc du coup, ça, c'était vraiment ta présentation et vraiment merci parce que là, moi, j'ai appris plein plein de trucs. Justement, tu nous parlais de ta vie en tant qu'étudiante Ouais. qui a l'air quand même extrêmement prenante. Comment tu t'organises pour allier cette vie d'athlète et cette vie étudiante? Et à quel point ton sport est prenant en termes de temps et d'énergie? Ouais. Ouais, bon, du coup, ouais, je suis en doctorat, donc là, je rentre dans la dernière année, c'est sur 3 ans. Donc là, je rentre dans la dernière année qui va être la plus dure. C'est celle où tu rédiges ton manuscrit de thèse, c'est celle où tu dois soutenir ta thèse et tout ça. Donc là, ça va être assez compliqué, mais on va dire j'ai de la chance parce que j'ai une thèse qui, contrairement à d'autres potentiellement, enfin, je sais pas si tu connais un peu le secteur voilà, des doctorats ou quoi, mais j'ai une thèse où mes encadrants me laissent une très très grande autonomie et flexibilité, ce qui fait que je gère absolument mon emploi du temps comme je veux. Euh, une thèse, c'est quand même un projet de recherche que tu mènes pour toi-même avant tout. Tu fais avancer le labo, certes, mais c'est toi qui soutiens à la fin si t'as pas fait le travail et que voilà, c'est pas grave, c'est toi qui mets en jeu ton titre de docteur à la fin, tu vois. Donc tu travailles un peu pour toi-même. Donc en fait, si moi, dans la journée, j'estime avoir fini les tâches que j'ai à faire, je peux me permettre de partir, quelle que soit l'heure, sans qu'on me dise quoi que ce soit. Donc on va dire sur ça, j'ai de la chance parce que je finis mes journées relativement tôt, on va dire 17h grand max, je m'en vais, et je pars à la salle faire mes 3 4 heures d'entraînement, tu vois. Hmm. Et à côté de ça, j'ai des chefs qui me comprennent et qui me soutiennent énormément. Et qui me disent, le street, enfin, le sport, c'est ton deuxième sport, enfin, c'est ton deuxième travail, tu vois. Qu'ils le Ouais. comprennent et que quand j'ai des compétitions ou pas, et que, je sais pas, je vais revenir de compétition, je vais leur dire là, je vais être un peu fatiguée à cette réunion ou quoi. On s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est la médaille, tu vois. Et c'est mes chefs qui Ah me ouais. parlent comme ça. Donc, en fait, j'ai énormément de chance parce qu'ils me laissent toute cette liberté-là. Et ils voient pas d'inconvénient à ce que je parte tôt parce que ben, j'ai ma deuxième journée qui m'attend derrière, tu vois. Donc sur Ok. ça, j'ai énormément de chance. Après, voilà, c'est un travail qui est quand même très prenant, surtout mentalement, tu vois, sauf que la fatigue mentale, quand tu l'as à l'entraînement, ben, c'est encore plus compliqué que la fatigue physique, je trouve. Donc il y a des moments où quand tu es fatigué de ta journée, ben, c'est très compliqué. Et à côté de ça, ben, dans cette thèse, en fait, j'ai énormément d'objectifs à devoir valider sur le cours des 3 ans. Donc nous, on a des rédactions d'articles scientifiques. En fait, j'ai plein d'objectifs que je dois concrétiser tous les X mois, tu vois.
Et en fait, c'est ce que je retrouve un peu avec le sport au final, cette corrélation d'avoir des objectifs et je crois que c'est un peu pour ça que j'aime la compète, c'est que ça me donne cet objectif à la fin qui fait que je m'entraîne avec, régularité et discipline parce que je sais qu'à la fin, il faut que je valide ça et voilà. Si j'avais pas de compétition, je pense que des fois je me dirais: «Ah ce soir je m'en fous, j'y vais pas», tu vois? Je vais pas m'entraîner. Donc je pense que ça m'aide aussi et que ça revient sur un peu mon côté professionnel où j'ai cette régularité et cette démarche en fait où je dois me surpasser tous les jours parce qu'un travail de recherche, c'est tous les jours je dois innover, tous les jours je dois faire en sorte d'être meilleure que la veille et ça se rejoint en fait avec le sport, tu vois. Donc c'est un peu compliqué parce que je suis souvent amenée à avoir des congrès, donc à partir à l'international pour présenter mes travaux. Et souvent, ça tombe tout le temps à la même période que les compétitions. Donc c'est souvent des semaines où je peux pas m'entraîner parce que faut que je sois toute la journée dans une salle à écouter ce que les scientifiques y racontent, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment pas à me plaindre parce que je pense qu'ils me laissent, enfin, j'ai un encadrement qui me laisse tellement de liberté et qui comprennent ce que je fais en plus et qui en sont fiers au final. Donc je peux vraiment en fait allier les deux sans vraiment de problème, tu vois. Donc voilà. Donc là, c'est ma dernière année. Elle sera peut-être plus intense que les deux d'avant, donc ce sera peut-être plus compliqué de tout allier. Mais voilà, ce sera plutôt l'année prochaine où je me demanderai si j'arriverai à allier les deux, quand j'aurai soutenu ma thèse et que je rentrerai dans le mode du pro très actif. Peut-être que là, ce sera compliqué quand j'aurai des responsabilités, etc., de pouvoir faire la même chose. Donc, je vais profiter de cette dernière année potentielle. Mais voilà, Et c'est justement, alors moi je suis curieux, tu veux faire quoi après comme métier? ouais, bah en fait, du coup, c'est pour devenir ingénieur de recherche. Donc là, c'est pour faire de la gestion de projets de recherche. Moi, je suis en chimie analytique. Bon, voilà, c'est juste une petite discipline, mais je travaille pour une entreprise dans les énergies. Et en fait, c'est tout ce qui est développement d'énergie en fait renouvelable. En fait, c'est voilà le cœur du Ok, métier, voilà, de l'avenir. Et moi, je suis plus sur la partie de validation des nouveaux produits, en fait, de les ok, analyser, tout ça, voilà. Donc, ce serait pour travailler, voilà, sur tout ce qui va être management et gestion de projet dans la recherche sur les énergies. Donc, ok, voilà, ça m'entraînera à un travail, enfin un poste de management, de gestion d'équipe ok. et de projet qui fait que j'aurais pas forcément le temps et voilà. J'aurais du Ouais. monde à gérer derrière, donc je pourrais pas forcément partir quand je veux. Là, je dépends de personne, tu vois, je travaille pour moi-même, on va Mm, dire. Donc, ce sera peut-être différent l'année prochaine. Donc, voilà. ok. Pour l'instant, ça Ouais. va, mais Donc tu seras ouais cadre l'année prochaine et donc genre tes recherches c'est par exemple admettons sur des alternatives en termes de carburant, des choses comme ça ou ouais c'est ça? en fait, il y a les gens qui vont chercher les alternatives. Donc eux, ça va être de la chimie plus de synthèse, les organiciens et tout ça. Et moi, je suis la chimiste analyste qui vient enfin analyser, enfin voir ce que eux ils ont Ok, créé, tu vois. ok, Pour confirmer, pour leur montrer ce qu'ils ont fait, etc. Mais après, tout le but de ma thèse, bon, ça serait un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais j'ai une thèse un peu plus instrumentale où je développe un nouvel outil pour analyser ce type de produit. En fait, ces produits, vu qu'ils sont ok, de plus en plus complexes, etc., on n'arrive pas à les analyser aujourd'hui avec les méthodes qu'on a actuellement. Donc, je suis en train de développer une nouvelle façon de les analyser. ok, Donc, ah ouais purée. Ouais c'est très précis et ok, d'accord. Bah franchement ça a l'air passionnant. ouais. Tu kiffes ce que tu fais j'imagine. Vraiment. Ouais, Ouais, ouais. ok, bon bah top. Ok. Donc, moi, je voulais aussi te poser une question parce que bah ça fait 5 ans que je suis dans le street lifting et j'ai vu énormément de turnover. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans le street lifting? Franchement, je pense que c'est toujours avoir cette motivation à aller s'entraîner. Là, tu vois, par exemple, c'est ce que je subis en ce moment, c'est que je vais à l'entraînement, mais j'ai toujours la hype en fait de me dire je m'entraîne pourquoi. Et je suis pas la seule, tu vois, j'en parle avec d'autres athlètes et tout, on n'est pas forcément motivé par ce qui nous attend. Et du coup, peut-être que quand tu arrives à un certain palier, je sais pas, tu vois, je pense que des fois, quand tu arrives à... Ça fait 2 3 ans que tu es dans les compètes, dans le top, etc. Il y a un moment où t'as envie de souffler et t'as l'impression que tu souffles jamais. Après, je me mets dans les bâtons dans les roues aussi, hein. Je me fais une compétition tous les 2 mois, tout le temps. Bon, voilà. Mais là, c'est ce truc de, j'ai pas la hype de me motiver, de me surpasser. Il y a rien qui me challenge parce que j'arrive pas en fait. Ça me hype pas. Je perds toute envie en ce moment. C'est un peu compliqué. Donc, moi, je dirais que ce soit ça et garder cette discipline et cette rigueur à côté, tu vois. Parce que ça m'est arrivé très longtemps enfin, mes débuts jusqu'à ma
Ouais, ma première victoire, tout le temps, ça m'arrivait très souvent, une fois par semaine s'il fallait, hein, j'abandonnais, je n'allais pas à l'entraînement. Et Mm. ça, petit à petit, c'est des choses que j'ai réussi à corriger. Donc maintenant, quand ça revient, j'ai des phases de down comme maintenant, je vais toujours à l'entraînement parce que maintenant, j'ai cette discipline qui fait que. Alors qu'avant, je faisais demi-tour. Des fois, j'ouvrais la porte et je repartais direct, hein, alors que j'étais là, tu vois. Mais tu vas à l'entraînement et quand t'as pas le mental qui suit, ben en fait, ton corps devient plus faible que ce qu'il aurait dû être en temps normal. Donc tu te retrouves avec des sensations d'entraînement qui sont pas cool parce que t'étais pas dedans et quand ça dure sur plusieurs semaines, ben c'est un peu compliqué. Donc moi je pense que c'est ce qui est le plus dur. Euh, ouais, moi Mm. c'est franchement je pense que c'est l'aspect mental qui est le plus compliqué. Le corps il suit ce que tu lui dis de faire après. Donc Ouais. Bah moi franchement je suis d'accord avec toi. ouais. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est la motivation, mais la motivation elle est fluctuante, c'est plus la discipline. Et je trouve, alors pour te rassurer, je pense qu'on t'a déjà rassuré par rapport à ça, et j'en ai parlé je crois dans un post ou en story, je sais plus, mais là en ce moment, en fait il y a deux facteurs. Le premier facteur, il est saisonnal, on est en hiver, les jours sont courts. On a dans tous les cas une énergie qui est moins importante que sur la mi-saison ou en été. Donc on va dire en hiver c'est toujours plus normal d'avoir un petit peu une baisse de motivation, d'énergie. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que là en fait il y a les deux grosses échéances qui sont passées. Au mois de juin les France et au mois d'octobre ou tout début novembre les Europes. Et là, du coup, il y a une grande période de vide jusqu'au prochain championnat de France. En fait, il y a ce down comme ça. Et franchement, ce que tu me dis, moi, c'est vrai. Hein, je le constate sur les gens qu'on coach et aussi sur les autres athlètes. J'ai quand même l'impression que les gens sont beaucoup moins motivés en ce moment. Je vois aussi beaucoup moins de PR popper un petit peu partout sur les réseaux, etc. Mm. Donc voilà. Et en plus de ça, ce que je pourrais rajouter, c'est que bah, plus tu évolues, plus ton investissement devra être important. Et donc du coup, bon bah tu pèses un petit peu au bout d'un moment le pour et le contre. Parce que tu sais que l'investissement il va être de plus en plus important. Et je pense que c'est ça à un moment donné où il y a peut-être la cassure Mm. et t'es un petit peu en mode vas-y j'arrête tout. On l'a vu, bah c'est comment dire Inès par exemple. Alors je sais pas du tout les raisons ou quoi, pourquoi elle fait plus de compète, mais elle est arrivée vraiment au top. Et peut-être qu'aussi pour elle c'était peut-être un petit peu trop de contraintes pour rester à ce niveau-là. Je sais pas, hein, ça se trouve c'est un... Il me semble qu'elle a eu une blessure et Ah ouais. à l'épaule, je crois, je la voyais avec un plâtre, etc. Et elle pouvait même plus tenir une barre à squat. Enfin, il y a plein de choses qui l'ont Ah ouais, limité. Ouais, il me semble qu'elle a eu une blessure, ouais, Inès. ok. Mais ouais, c'est dommage, ouais, franchement. Mais je pense il y a ce truc-là, et je pense que justement, dans ces périodes-là, c'est important de recentrer, de se reposer les bonnes questions, et en fait, faut pas non plus, je trouve, culpabiliser du fait qu'on est moins motivé. Je trouve que ça fait partie du jeu. Je pense aussi que c'est bien aussi de décentrer un petit peu les choses, peut-être faire une activité qu'on a un petit peu délaissée, ou une nouvelle activité. Parce que c'est vrai que faire que du street lifting tout le temps, même si on a une vie très remplie à côté, bah à un moment donné, ça peut nous faire péter un plomb. C'est street lifting tout le temps sur les réseaux, à l'entraînement, on parle de street lifting, machin. Donc moi, je trouve que c'est très très important de faire aussi, de voir autre chose. Et après, dernière chose, c'est le fait de, quand tu dis que tu as besoin d'avoir ces échéances, ces compétitions pour te motiver. Et alors ça, je pense que quand tu es ultra débutant, c'est pas une nécessité, mais quand tu es quand même intermédiaire confirmé, c'est presque une obligation pour justement continuer dans le sport, perdurer. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on va dire, il y a un manque d'adhérence à la pratique. Et en fait, ce truc-là est en quasi obligatoire. Et en tout cas, nous, par exemple, en tant que coach, on encourage toujours les gens à au moins faire une compétition par an pour Mm. qu'ils aient un objectif fixé
et qu'il puisse être motivé par ça parce qu'on sait que s'il reste trop longtemps sans compétition, ça risque aussi à un moment donné, ils vont se poser la question, mais pourquoi je fais ça en fait? Ouais. Voilà. Mais après ça, ce que je trouve qui est hyper bien, c'est ce qui arrive cette année là, c'est que la FNSL, elle est en train de vraiment se développer. Et quand tu dis, c'est un peu une période un peu de creux, une zone creuse, mais finalement je trouve pas parce que tu vois, moi j'ai des collègues à Ouais. moi, ils sont en train de se préparer pour Sud-Est, comme les autres personnes sont en train de faire les régionales en fait. Et là, tu vois, cette mise en place des régionales, je trouve ça super bien, tu vois. Là, le Mm. sport, il est en train de se développer, on est en train de prendre un peu plus d'ampleur. Il y a des gens qui de base n'osaient pas s'inscrire ou voilà, essayer de voir s'ils seraient qualifiés potentiellement aux France ou voilà, ils s'entraînaient sans réel objectif. Là, ils disent, OK, c'est peut-être un peu plus abordable. Je vais faire mon premier pas dans la compétition. C'est dans ma région, c'est à côté. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde comparé à toute la France. Et ça, c'est un plus petit comité, c'est rassurant. Mm. Et en fait, je pense que là, on est en train d'arriver sur une bonne lancée qui fait que ça peut remotiver et donner de la motivation à pas mal d'athlètes, quoi. Donc petit à petit, on Et arrive sur donc, cette petite- Margot, en fait, elle aura pas besoin de faire ses compétitions interrégionales, puisque, pour rappel, en fait, vu qu'elle est championne de France, en fait, sa place, elle est sécurisée pour les championnats de France 2025. Donc ça, c'est cool, mais c'est normal aussi. C'est la récompense. Et c'est cool aussi que tu sois hypé par l'évolution de la FNSL. Euh, donc là aussi cette année, il y a eu un truc qui a été mis en place pour l'instant juste sur comment dire la FNSL Grand Ouest, c'est les compétitions régionales, justement pour rendre encore plus accessible les compétitions. Alors nous, ce qu'on a fait sur FNSL Grand Ouest, et peut-être que ça sera appliqué, et je l'espère, à l'ensemble des régions, c'est justement que le muscle up ne soit pas obligatoire, mais c'est pas parce qu'il est obligatoire que, par exemple, tu peux valider un total en compétition. Ton total, il sera pas validé dans tous les cas tant que tu n'auras pas le muscle up, mais c'est aussi pour ouvrir, en fait, parce qu'on le sait, ce qui est limitant aujourd'hui en streetlifting, parce que c'est une discipline, mine de rien, qui est assez élitiste, d'entrée de jeu, c'est le muscle-up, que ce soit pour les hommes et surtout pour les femmes. Et en fait, c'est une solution pour le rendre plus accessible et pour un petit peu corroborer ce que tu as dit et donner des chiffres. C'est que là, cette année, sur les régionales, dans la région Grand Ouest, on a 90 participants. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Même moi, perso, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Et en plus de ça, ce qui me fait vraiment très plaisir, c'est que 80% des gens qui y participent, c'est des gens que je n'ai jamais vus en compétition. Donc ça veut dire qu'il y avait bien des gens qui voulaient faire des compètes, mais comme tu as dit, peut-être c'est un niveau trop important et tout. Et là, maintenant, ils se disent, ah bah c'est bon, je vais pouvoir me lancer. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc voilà. Ouais, franchement, ouais, ça c'est cool. Euh, donc, ça, je t'ai... Attends, alors, ouais, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que le plus limitant pour une femme qui voudrait commencer le street lifting et quelle solution aurais-tu à apporter? En vrai, si tu l'as dit, c'est le muscle up, hein. Je pense que pour côtoyer des filles qui veulent commencer un peu le street lifting, c'est que le muscle up, c'est un peu problématique, mais que ce soit anneau ou barre, hein. Il y en a qui vont Mm. avoir qui vont être plus fortes enfin, qui auront un muscle up barre, mais qui arrivent pas sur anneau parce qu'elles ont des énormes douleurs, etc. Tu vois? Parce qu'il y a un peu ce truc de les femmes peuvent choisir les muscle up anneau parce que c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile. Il y a des contraintes qui sont différentes et je pense que selon comment tu fonctionnes et comment ton corps fonctionne, t'es plus prédisposé à faire l'une ou l'autre, tu vois. On a l'exemple de Nadine, elle a beau être championne du monde, elle fait muscle up bar, hein. Et elle envoie des perfs à 15 kilos, donc elle est tout à fait, voilà, c'est pas du tout ridicule, mais pourtant elle a des difficultés à faire muscle panneau. Quoi qu'en ce moment, là, ça va, elle commence à s'y mettre et ça a l'air d'aller. Mais voilà, donc c'est un peu le muscle up, je dirais, parce que voilà, c'est ce truc de si je l'ai pas, du coup, ça sert à rien que j'y aille, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique, mais en fait, en même temps, moi, je suis un peu bloquée parce que je me dis, il y a 3 4 ans, je crois, c'est les premiers championnats de France, il n'y avait pas le muscle up pour les femmes, je crois. Ou alors, il n'était pas, voilà, il était pas obligatoire, etc. Et après, on a fait en sorte qu'il y ait le choix, etc. Et puis, moi, je veux dire, dans une logique, je me dis peut-être qu'à terme,
les femmes feront que de la barre et on ne dira plus vous avez le choix. On fera du street lifting comme tout le monde. Mais en même temps, on veut pas aller trop vite parce que la plupart des jeunes qui arrivent dans ce sport-là, ben, ils doivent débuter aussi. Et comme c'est un sport qui est trop nouveau, on peut pas aller trop vite en se disant nous on va enlever le muscle-up anneau parce qu'il y a aussi des personnes qui doivent apprendre à avoir un muscle-up tout court, tu vois. Du coup, moi j'ai un peu les deux mentalités, tu vois, les deux visions. Je me dirais peut-être qu'à terme on devrait pas avoir le choix et être comme tout le monde, mais en même temps, il faut que le sport se développe, donc il faut que ce soit le plus accessible à tout le monde, tu vois. Mais ouais, je pense que le facteur limitant, ça va vraiment être le muscle-up. Et après, c'est ben, le mindset, comme je t'ai dit, c'est cette comparaison et par rapport à le niveau est trop haut, donc j'y vais pas, donc je commence pas et je m'entraîne dans mon coin, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça où ils ont l'impression d'avoir accroché le wagon un peu trop tard et de se dire c'est trop tard pour moi, et du coup je me lance pas dedans, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais après, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus limitant qu'autre chose. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, hein, je pense qu'il y a surtout ça, et puis après, peut-être l'appréhension tout court, peut-être la peur du jugement, des choses comme ça aussi, Ah ouais. peut-être qu'il y a peut-être plus présent chez les femmes que chez les hommes, parce Mm. que vu que vous êtes quand même pas beaucoup, même si vous êtes de plus en plus, et ça c'est cool, mais voilà, de se dire, ouais, je vais peut-être être tout seul, toute seule. Bah, j'ai eu une discussion avec une très bonne amie qui est athlète, mais dans le freestyle. Et dans ce domaine-là, elle subit énormément la différence homme-femme. Ah C'est-à-dire que ouais? voilà, les hommes, ils font des planches, les femmes non, tu vois. Donc en fait, les Ah hommes ouais. ne prennent pas plaisir à regarder une femme faire du freestyle et faire leur passage, tu vois. Hmm. Et j'avais parlé de ça avec elle un jour, je lui ai dit, mais nous, dans le streetlifting, ça marche pas comme ça. Les hommes, ils sont autant épatés de voir une meuf faire un muscle-up à 10 kilos, une traction à 40. Enfin, on n'a pas du tout ce ressenti de Hmm. différence homme-femme. Et les hommes vont être autant présents à nous encourager que si c'était quelqu'un qui envoyait une pull-up à 5 kilos, tu vois. Genre, on n'a vraiment pas ce ressenti-là. Et je pense que ça, les filles qui veulent se lancer dedans, faut que... ben, peut-être que déjà, elles assistent aux compétitions, juste déjà de voir comment ça se passe, avant peut-être de se lancer en tant qu'athlète, mais de voir que tout le monde s'encourage et qu'il y a voilà, une bonne entente et un encouragement, que ce soit homme ou femme, il n'y a vraiment aucune discrimination là-dedans. Et franchement, ça, c'est un truc, ben, on se pose pas les bonnes questions. Enfin, moi, je m'en rends pas forcément compte parce que je me suis pas posé ces questions-là tant que j'en ai pas parlé à quelqu'un qui est confronté. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, moi, j'ai commencé sur les kicks avec des hommes et j'ai jamais eu de problème sur t'es une femme qui fait des tractions. Bah non, ce sport-là, que tu sois homme ou femme, faut pas avoir honte ou avoir peur parce qu'on est à la même échelle, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois d'une très bonne façon, tu vois. Donc, Ouais. j'incite vraiment les filles à venir au moins voir et tester, qu'elles se rendent compte et que mine de rien, tu prends confiance en toi en faisant ces compétitions-là. Et de notre point de vue aussi, c'est ce que je disais sur ma toute première compétition. J'avais aucune idée des règles, tu vois, des ordres, des juges. Et si tu attends d'être à ton top niveau pour faire ta compétition, bah, tu vas venir et tu vas te ramasser parce que tu n'auras jamais appris qu'il faut attendre box avant de redescendre, tu vois. Donc c'est bien de venir se rater une première fois, de se dire merde, j'ai pas écouté le juge là, pas écouté là, et le jour où tu te diras bon, ben maintenant j'ai un niveau qui fait que, ben au moins t'auras la connaissance de tous les standards et de toutes les règles, et tu auras le niveau qui fait que tu seras confiante d'y aller sur tous les points de vue, tu vois. Donc Hmm. euh, donc c'est toujours formateur d'aller se faire une première compétition et de Ouais. commencer quoi. Bah, ne serait-ce que pour voir, et là vous avez la chance, en 2025, il va y avoir énormément de compètes partout en France, donc allez voir. Et c'est vrai, moi je te rejoins, il y a toujours de la bienveillance, et il n'y a jamais de jugement, j'ai jamais vu ça en streetlifting depuis que j'en fais. Donc voilà, n'ayez pas peur en tout cas de ça. Et donc, on arrive un petit peu vers la fin de ce podcast. Et justement, je vais te demander, c'est quoi tes objectifs pour 2025? Est-ce que tu as pris des résolutions pour cette nouvelle année? Les objectifs en soi, j'aimerais bien avoir la triplette, hein. J'aimerais bien avoir 3 fois le titre en moins de 57. Maintenant, il faut que je fasse attention un peu à mon poids parce que quand même, je suis un peu montée. Donc, va falloir que je fasse attention. Mais bon, voilà. Et puis après, des résolutions, j'ai des perfs que j'ai envie d'atteindre, on verra, tu vois. Mais voilà, si je peux avoir ce troisième titre, franchement, ce serait une façon, si jamais je continue pas l'année prochaine, de clôturer en me disant, bon, bah, c'est cool, tu vois, j'ai eu 3 fois mon titre, en soi, j'ai réussi un peu à faire ce que je voulais faire et à marquer un peu ce passage-là.
Donc voilà, si moi j'ai ça, ce serait déjà pas mal. Ouais, et je pense que bah tu marquerais le sport chez les moins de 57 parce que après je pense que ça sera compliqué de garder 3 fois le titre quoi. Enfin, Ouais. et justement, est-ce que t'as peut-être une idée de comment tu réorienterais? Alors rien n'est fait bien sûr, et j'espère que tu resteras dans le streetlifting, hein. Mais si jamais ton taf il te prend trop de temps et tout, est-ce que t'as réfléchi à comment t'allais organiser ton entraînement ou peut-être même faire un autre truc, je sais pas. Bah, je sais pas, des fois je me dis j'aimerais bien retourner un peu dans l'endurance. Enfin, en fait, j'ai commencé Ok, par le street workout, on va dire un max rep. Je me suis jamais testé en battle, tu vois. Et franchement, ok, la dernière compétition des battle mix là, à Asgard, là, ils ont mis quand même un sacré niveau et une sacrée hype qui donne envie de s'y tester l'année d'après, tu vois. ok, Donc pourquoi pas? Et après, je pense que niveau intensité, c'est différent, mais je veux dire, niveau de temps d'entraînement, franchement, le street lifting, ça me prend des 3 4 heures d'entraînement, tu vois. Je pense que bosser de l'endurance, finalement, faire des sets, etc., je pourrais peut-être m'en sortir si j'avais un peu moins de temps, tu vois. Donc ok, à voir, mais moi non plus, j'ai pas forcément envie d'abandonner le street lifting, hein, mais j'attends de voir déjà où je serai l'année prochaine et si ça me ok. permet de le faire. Mais je suis pas fermée même à me tester au battle juste sans prépa non plus. C'est un aspect qui me tente très bien, tu vois, de faire des battles en fin d'année, par exemple. Donc Ok. ça, je suis pas fermée. Ah, c'est cool. Et aussi, ça, c'est un truc que j'ai pas parlé. Alors, je sais pas, égérie, je sais pas si c'est le bon terme, avec streetworking. Est-ce que justement, tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors ouais, c'est ambassadeur qu'ils appellent et Voilà, en ambassadeur. fait, ils devaient, enfin, ils ont deux facettes en fait. Ils ont la facette organisation d'événements. Donc, ils sont en train de bosser sur plusieurs événements qu'ils veulent mettre en place autour du street en général. Donc, ils sont vraiment sur les 4 disciplines. En fait, ils ont des partenaires un peu avec les quatre disciplines freestyle, après, set and rep et street lifting. Et donc voilà, faire des événements, etc. Mais ils ont aussi à terme cette envie d'ouvrir une salle de sport à Lyon, avec aussi les espaces des 4 disciplines, donc des racks exprès pour les battles, les gros setups de freestyle avec des bars sous 10 mètres de haut et des matelas et des plateformes de compétition street lifting. Donc ça, c'est leurs deux projets qu'ils sont en train de mettre en place. Ils ont pas mal de petites embûches, ce qui fait que ça ralentit quand même un petit peu. Mais voilà, donc nous, ils nous ont plus demandé d'être ambassadeurs pour voilà, pour faire un peu du réseau, pour promouvoir un peu ce qu'ils font, etc. Mais voilà, dans l'optique, c'est vraiment de créer des événements à terme et d'avoir une salle qui pourrait devenir une franchise. Et ils ont aussi cet objectif d'avoir des athlètes qui pourraient à terme rémunérer, etc. Bon, je pense que c'est dans quelques années quand ils ont réussi à tout mettre en place. Mais voilà, dans la globalité, c'est un peu tout ça qu'ils essayent de mettre en place. Ok. Ouais. Bah, super. Et petit bonjour à Frankiane si tu nous écoutes. Euh, Ça marche. Donc, toi, où est-ce que tu t'entraînes d'ailleurs en temps normal? Tu Ouais. t'entraînes dans un fitness park, un on air? C'est un on-air, mais je sais pas si t'as entendu ce qui se passe dans les on-air à Lyon, mais en fait, on avait un Non? premier on-air. Donc, on faisait du street lifting là-bas. Donc, tu sais, on-air, la franchise, c'est quand même d'avoir un rack énorme de street, voilà, un parc de CrossFit qu'ils appellent, mais pour faire du street. Et en fait, ça, à partir d'un certain moment, on ne pouvait plus utiliser les poids dans l'espace de cross-training parce qu'on avait des voisins au-dessus. Donc, on peut faire que du set and rep. Le street lifting, c'était plus possible. Super. Donc, ils nous ont déplacé une mini cage au fin fond d'un on air. Donc, vraiment pas du tout adapté. Donc, ça, c'était pour jusqu'à mes championnats 2023. Donc, j'ai fini ma première prépa dans un truc comme ça. Ils ouvrent un nouvel on air. Ils décident de fermer complètement l'espace street dans l'ancien. Et ils ouvrent un nouvel on air où le street sera que dans celle-là. Donc, ils nous achètent du calibré et tout. Il y a vraiment pas de souci. La salle est OK. C'est un on air avec des poids calibrés et tout. On n'a juste pas de station à dips potable alors qu'ils nous l'avaient vendu. Bon, on l'a toujours pas. On a une vieille station à dips convergente où on se fait tous des épaules et des coudes et tout passe, etc. Et après, ils ont ouvert deux nouveaux on air et dans les deux, ils ont mis aucun espace de cross-training. En fait, on a un gérant, j'espère qu'il ne passera pas par cette vidéo, mais on a un gérant de on air à Lyon qui n'aime pas le street. Donc, Ah il ouais? nous a mis dans un on air, derrière un grillage, en mode on est les animaux de cette salle. Franchement, c'est hyper bizarre. On est les animaux de cette salle et dans les 3 autres on air, il n'y a pas d'espace de street. Donc, c'est les streeteux, vous allez là, au moins on vous gère dans un seul espace.
Et voilà, tu vois. Donc Ok, franchement, je m'entraîne dans des conditions, on va dire, potables. Là, j'ai dû calibrer, je vais pas me plaindre. Mais c'est pas non plus le plus optimal, quoi. On sait qu'on n'est pas aimé. Et quand tu leur demandes juste une requête, moi, je leur ai dit, il faut renouveler les anneaux parce que le truc en métal pour serrer les sangles, il est pété. Je me suis dit, aïe, les doigts, ça coûte 20 euros. Ça fait quasiment 6 mois, je l'attends. Ils veulent pas trop nous écouter, tu vois. Donc... Mais sinon, je suis dans un honneur qui est potable. ok, ok, Donc voilà, d'accord, si une salle comme Street Working pouvait ouvrir, ce serait bénéf, quoi. C'est bon. ok. Et le PAG, c'est trop loin de chez toi, Ouais, j'imagine? ouais, ils sont à l'extérieur de Lyon. Je comprends que pour avoir tu sais, Ok, des locaux comme ils ont, il fallait, enfin, c'était à l'extérieur de Lyon et c'est après les temps de transport. Moi, j'ai pas ma voiture sur Lyon, je suis pas véhiculée, donc c'est loin. Et puis même, je pense pas que je me serais amusée à prendre la voiture en heure de pointe sur les périphes. Donc c'est trop compliqué d'y accéder, ouais. ok. Mais ouais, c'est dommage, parce que Théo, il a fait une super salle et tout, et j'y vais de temps en temps quand ça l'approche des compètes, faut faire un ou deux PR, vas-y, je me déplace là-bas, tu vois, mais c'est une mission d'y aller, Ok, donc c'est un peu dommage. ok. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Margot? Bah moi Sur les réseaux. j'ai que Instagram, j'ai que Instagram, donc c'est Margot AUX-du-bas SNCHZ. Je pose pas beaucoup de perfs, mais bon voilà, je suis de temps en temps. Ok, bah je vous invite à la suivre du coup, et j'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. Moi j'en ai appris beaucoup. Et n'oubliez pas donc de liker, commenter, vous abonner aussi hein, à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et bah merci encore Margot, hein. Franchement c'était un Merci à plaisir. toi. J'ai pas vu les 1 heure passer là, donc c'est nickel. Et bah je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se reverra sûrement là sur une compète à venir. Peut-être tu seras là sur une interrégionale peut-être ou... Bah je vais aller voir celle de Sud-Est, c'est sûr, j'y serai. Ok. Je sais pas si tu te déplaces, t'as des athlètes. Il me semble que t'en avais à la compétence, Ou- donc peut-être que tu y seras. Ouais, mais en fait, je serai à Hauts-de-France parce que c'est le Ah, ça même arrive pas. week-end et Ah, c'est merde. Enzo qui sera Ouais. pour moi, mais Ok. ouais. Bon, on se Bon, de toute recroisera façon, au du pas pire, en ligne. on se recroise aux France, quoi. Ouais, c'est ça. Ça Ok. marche. Bah, merci beaucoup en tout cas et très Merci à bonne fin toi. de journée à toi. À toi Ciao. aussi. Salut, ciao.